Je vais vous présenter une synthèse des informations scientifiques sur les variants du SARS-CoV-2 par rapport à 3 points: la transmission, la sévérité de la maladie, ainsi que l'efficacité des vaccins. Petit rappel de génétique, une mutation, c'est un changement de la séquence génétique virale, l'information génétique contenue dans l'ARN du coronavirus SARS-CoV-2. Ces mutations peuvent engendrer des modifications dans les protéines de surface du coronavirus. On va surtout s'intéresser à cette protéine Spike, qui est la protéine de surface du coronavirus SARS-CoV-2, par lequel il se lie au récepteur humain ACE2 pour se lier aux cellules et les infecter. On va donc surtout s'intéresser aux variants qui ont des modifications de cette protéine de surface. Cette protéine de surface Spike se compose de 2 sous-unités. Une première sous-unité qui contient le domaine de liaison au récepteur, qu'on appelle le Receptor Binding Domain, RBD en anglais. Il est responsable de la liaison et de la reconnaissance du récepteur humain. La seconde sous-unité de cette protéine Spike, S2, cette tige contient des éléments nécessaires à la fusion membranaire. Un variant ou un mutant est donc un virus qui contient une ou plusieurs mutations dans l'information génétique codant pour des protéines du virus par rapport à une souche de référence. Ici, ce sera la souche de Wuhan. D'où viennent ces variants? Alors, il faut savoir que les virus mutent de façon naturelle. Ça fait partie de l'évolution des virus. On a ce qu'on appelle des erreurs dans la réplication du génome viral. Pour le SARS-CoV-2, on a à peu près 2 mutations par mois en moyenne. Ici, sur ce graphique, la taille de la sphère représente la diversité génétique des protéines de surface pour différents virus humains. Plus la sphère est grosse, comme pour le VIH ou la grippe, plus la variabilité génétique est importante pour les protéines de surface à cause d'un taux de mutation plus important. On voit alors que pour le SARS-CoV-2, il mute moins vite que la grippe ou le VIH. On a moins de variabilité dans les protéines de surface. On suspecte l'apparition de certains variants avec un nombre anormalement élevé de mutations liées à des patients qui seraient infectés pendant plusieurs mois par le SARS-CoV-2. Ça permettrait au virus d'évoluer rapidement au sein de l'hôte infecté. Voici un exemple d'une correspondance qui décrit un patient à Boston qui était infecté pendant 154 jours. Normalement, un sujet qui sera infecté pendant quelques jours va rapidement éliminer le virus de son organisme avant qu'il ait l'opportunité d'éventuellement muter au sein de son hôte. Il faut savoir qu'à ce jour, il existe des milliers de variants dans le monde et ceux qui sont le plus surveillés sont ceux qui ont des mutations par rapport à ce domaine de liaison au récepteur des cellules humaines. Voici un tableau qui présente les différents variants surveillés et d'intérêt vers fin décembre par l'ECDC, l'Agence européenne des maladies infectieuses. On peut y ajouter maintenant le variant identifié au Brésil et à Santa Clara aux États-Unis. Je vais donc maintenant vous parler des 3 principaux variants identifiés au Royaume-Uni, en Afrique du Sud et au Brésil. Le 14 décembre, le Royaume-Uni a signalé à l'OMS l'identification d'un variant d'inquiétude, le Variant Under Investigation 2020-1201. On peut également le retrouver nommé sous forme de Variant of Concern, VOC. Certains chercheurs vont également appeler ce variant B.1.1.7 ou variant 501YV1. Ça fait référence à la mutation 501Y. Donc tous ces noms désignent le même variant identifié au Royaume-Uni. And then I'll just talk about the new variant since that's new information today. In terms of the new variant, the reason this has been picked up is because there is a good surveillance system in the UK, and it does appear to be in an area of the country, particularly Kent and bits of London, which are increasing rapidly. Now, we don't know what's cause and effect. Is it that this virus itself is possible to transmit more easily? That isn't really yet clear. Voici 2 graphiques qui présentent la proportion de variants anglais détectés parmi les génomes viraux séquencés. On voit clairement qu'au Royaume-Uni, il est devenu dominant en quelques semaines et qu'il est en forte augmentation au Danemark, en Irlande, mais également aux Pays-Bas. En Irlande, par exemple, on est passé autour de moins de 2% de variants anglais détectés dans les génomes séquencés à plus de la moitié en janvier. En France, des estimations préliminaires montrent qu'environ 1,4% des cas de Covid-19 sont infectés par le variant anglais. C'est sans doute une sous-estimation parce qu'on ne fait pas beaucoup de séquençage en France des génomes viraux des patients infectés. Ce variant identifié au Royaume-Uni inquiète parce qu'il présente 23 mutations, dont plusieurs mutations sur le domaine de liaison au récepteur. On peut voir sur cette carte que mi-janvier, plus de 60 pays ont identifié ce variant anglais chez eux. Le premier cas identifié avec ce variant remontait à début novembre 2020 pour l'Union européenne. Des modélisations ont montré que ce variant est associé à une transmission accrue de plus de 56% au Royaume-Uni
et plus de 36% au Danemark. Voici un graphique au Royaume-Uni qui représente le nombre de reproductions en ordonnée, ça évalue la transmission, en fonction de la proportion de cas avec des mutations de gène de la protéine spike. Plus la proportion de cas infectés par le variant est élevée, plus le R était élevé, c'est-à-dire que la transmission était plus importante. Ce variant est associé avec un taux d'attaque secondaire de 12,7% au Royaume-Uni. Le taux d'attaque secondaire, c'est le nombre de cas contacts devenus des cas. On peut voir que sur ce graphique, le variant est associé à une augmentation du taux d'attaque entre plus 10% et plus 70% par rapport à la souche de référence, selon l'âge et les régions. Plus récemment, 4 études anglaises ont montré que ce variant pourrait être associé à une mortalité accrue de plus de 30-35% en comparant les personnes infectées par le variant versus les personnes infectées par la souche de référence. Alors il ne faut pas oublier que ce sont des risques relatifs, donc c'est une augmentation relative en comparant ces deux groupes, mais il faut rapporter ça bien sûr au risque de base de mortalité, qui est bien sûr plus faible chez les personnes jeunes et plus élevé chez les personnes âgées. Un autre variant inquiète également, il a été détecté en Afrique du Sud avec 21 mutations et comme on peut le voir sur la carte, on a de nombreux pays qui ont déjà rapporté ce variant. Le premier cas identifié dans l'Union européenne datait de fin décembre. Donc il y a surtout 3 mutations qui ont été identifiées chez ce variant dans le domaine de liaison. Donc ce variant est apparu dans la baie de Nelson Mandela en Afrique du Sud. Voici une carte qui représente l'évolution spatio-temporelle de ce variant entre mai et août 2020. Ce variant identifié en Afrique du Sud est appelé 501Y.V2. Ici sur ce graphique, on a séquencé 2600 génomes en Afrique du Sud début novembre et on voit clairement que la lignée 501YV2 en jaune est devenue dominante et a remplacé les 3 lignées principales qui circulaient pendant la première vague épidémique. D'après des analyses préliminaires des chercheurs en Afrique du Sud, ce variant est associé à une charge virale plus élevée, ainsi qu'à un risque de transmission de plus de 50% par rapport à la souche de référence. Donc sur ce graphique, vous pouvez voir l'incidence des cas et des décès, avec en rouge le variant sud-africain et en bleu le modèle sans le variant. Et on voit que c'est un peu plus élevé sur la ligne en rouge. Pour le moment, pour le variant identifié en Afrique du Sud, il n'y a pas encore d'études ou d'indications par rapport à une sévérité accrue de Covid-19. Donc le variant brésilien a été détecté chez des voyageurs japonais revenant de l'état d'Amazonas du Brésil. Ça correspond à une nouvelle lignée, la lignée B1128. Des fois, il est également appelé le variant P1 ou P1128 et également des fois 501YV3. Oui, c'est un petit peu compliqué avec tous ces noms. Ce variant comporte 25 mutations, dont 12 mutations sur la protéine spike. Au Brésil, dans un petit préprint, 42% des génomes séquencés contenaient les mutations de ce variant brésilien, à mi-décembre. Pour le moment, on n'a pas d'indication sur une augmentation de la transmission par rapport à ce variant, ni par rapport à la sévérité de la maladie. Ce qu'on peut constater, c'est que dans l'état de Manaus, qui a subi l'épidémie de plein fouet, avec environ 76% de sa population infectée, on voit que l'épidémie continue. Alors il est difficile de dire si le variant brésilien est associé à cette transmission accrue ou non, puisqu'en fait on ne sait pas toujours si c'est des nouveaux cas ou des cas de réinfection par rapport au nouveau variant brésilien. La fameuse question, est-ce que les vaccins sont encore efficaces par rapport à ces nouveaux variants ? Pour le moment, on a des données préliminaires qui sont plutôt rassurantes que je vais vous présenter. Donc pour évaluer l'efficacité des anticorps, on va mettre en place des tests de neutralisation ou de séroneutralisation avec soit le virus de SARS-CoV-2, soit avec des pseudovirus qui vont exprimer les protéines de surface mutées des variants. On va donc prendre le sérum de patients vaccinés qu'on va mettre sur des cellules infectées par des pseudovirus. On va donc voir quelle est la quantité d'anticorps qui permet de bloquer la multiplication du virus. Donc ici, dans cette petite étude publiée dans Science, les chercheurs ont créé des pseudovirus qui exprimaient les protéines de surface de la souche de Wuhan ou du mutant B1.1.7, donc identifié au Royaume-Uni. Ils ont constaté qu'il n'y avait aucune différence d'activité de neutralisation entre le variant et la souche de Wuhan chez les sujets âgés. Par contre, on avait une petite réduction de l'activité de neutralisation pour tous les sujets ou les sujets jeunes. Donc on passait d'une quantité d'anticorps de 1,59 10 puissance 5 à 1,30 10 puissance 5. Donc on voit que le changement est vraiment tout petit et biologiquement non significatif d'après les auteurs. Une limite dans ce type d'études sur des pseudovirus, c'est qu'on n'a pas utilisé le virus SARS-CoV-2 lui-même. L'entreprise Moderna a conduit le même type d'essai en prenant le plasma des personnes qui avaient été vaccinées lors de l'essai de phase 1
pour tester l'efficacité du vaccin de Moderna. Ils n'ont pas observé de modification de l'activité neutralisante contre le variant identifié au Royaume-Uni, mais par contre, pour le variant d'Afrique du Sud, on avait une réduction d'un facteur 6 de l'activité de neutralisation. Mais dans tous les cas, cette réduction n'était pas assez importante pour rendre le vaccin inefficace. Il ne faut pas oublier que l'immunité vaccinale touche plusieurs parties de la protéine spike. Donc globalement, pour ces essais in vitro de neutralisation, on peut constater que pour le moment, les vaccins semblent rester efficaces. On a une réduction de l'activité de neutralisation plus importante pour le variant identifié en Afrique du Sud. Pour le variant identifié au Royaume-Uni, on n'a sans doute pas d'impact au final sur l'efficacité vaccinale. Les limites de ce type d'essai, c'est qu'on teste uniquement la capacité de neutralisation des anticorps, mais la réponse immunitaire se base également sur la réponse cellulaire des lymphocytes, par exemple les lymphocytes cytotoxiques. Il ne faut pas oublier que la plupart des vaccins provoquent des niveaux d'anticorps élevés, ce qui pourrait suggérer qu'on ait encore une efficacité de ces vaccins. On a également des résultats préliminaires qui ont été publiés par Novavax pour un vaccin à protéines. Donc ce sont les résultats d'un essai de phase 3 au Royaume-Uni sur 5000 personnes. Et 50% de ces cas de Covid-19 étaient attribuables au variant identifié au Royaume-Uni, B.1.1.7. On avait une efficacité vaccinale de 86% contre le variant anglais, versus 95% d'efficacité vaccinale par rapport à la souche classique, entre guillemets. Il y avait également un essai de Novavax en Afrique du Sud, où là pour le moment l'efficacité vaccinale est autour de 60%. Donc on voit que l'efficacité vaccinale est moins importante. Après c'est vraiment des résultats préliminaires. Cet essai en Afrique du Sud portait sur 27 cas, dont 25 cas infectés par le variant d'Afrique du Sud. Au final, le vaccin Novavax semble rester efficace contre le variant anglais, mais peut-être moins efficace contre le variant d'Afrique du Sud. Mais dans tous les cas, c'est encore tôt pour conclure quoi que ce soit. Les résultats vont sans doute évoluer. Dans plusieurs mois, on aura plus de cas et donc plus de précision en termes d'estimation statistique. Donc l'entreprise Johnson & Johnson a également développé son propre vaccin et a communiqué des résultats préliminaires par rapport à la prévention de l'infection de Covid-19 modérée ou grave à 28 jours dans l'essai clinique Ensemble. Aux États-Unis, on avait une efficacité vaccinale de 72%, en Amérique latine de 66% et en Afrique du Sud de 57%. À savoir qu'en Afrique du Sud, 95% des cas étaient infectés par le variant 501Y.V2. Plus récemment, il y a le département californien de santé publique, c'est le variant L452R et qui est différent des 3 variants que je viens de vous présenter et il comporte 3 mutations dans la protéine spike. Pour le moment, on n'en sait pas plus. Donc pour résumer, par rapport aux variants identifiés au Royaume-Uni, il est plus transmissible, associé à une mortalité plus importante au Royaume-Uni. Ce qui est rassurant, c'est que les vaccins de Pfizer, de Moderna et de Novavax semblent rester efficaces contre ce variant anglais. Juste hier, il y a un nouveau rapport gouvernemental qui a annoncé que le variant anglais est en train d'acquérir une des mutations du variant identifié en Afrique du Sud, la mutation E484K, qui est associée à l'échappement immunitaire. Pour le variant en Afrique du Sud, on voit qu'on a une modeste réduction de l'activité de neutralisation pour les vaccins de Pfizer et de Moderna, d'un facteur 3 à 8. On voit que dans les essais cliniques de Johnson et de Novavax, on a une réduction de l'efficacité vaccinale, mais c'est des résultats qui sont très préliminaires à 1 mois de suivi, donc ça va sans doute encore évoluer. Il faut être patient par rapport à ça. Face à tout ça, il y a l'entreprise Moderna qui a annoncé travailler sur une dose de rappel, ce qu'on appelle un booster, qui va booster l'immunité pour faire réaugmenter cette efficacité vaccinale face aux potentiels nouveaux variants qui vont survenir dans les mois ou les années à venir. Et par rapport aux variants identifiés au Brésil, là par contre on n'a pas vraiment d'informations au niveau de la transmission, de la sévérité de la maladie ou du vaccin. J'ai essayé de résumer les connaissances qu'on avait sur les variants jusqu'au 1er février 2021. Celles-ci sont bien sûr susceptibles d'évoluer dans un sens ou dans un autre. Donc j'ai fait d'autres vidéos sur le Covid-19 ainsi que sur les vaccins, n'hésitez pas à les consulter. Si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à aller voir mon blog, mon compte Twitter ou ma page Facebook où je publie régulièrement des informations par rapport au Covid-19 et surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour d'autres vidéos prochainement.